Très bien, donc nous écoutons Jamila, la conciliation emploi-famille et danse des salariés aidants, le cas de parents d'enfants porteurs de handicap. Bonjour à tous, j'enregistre pour mes directrices. Bonjour, donc je suis Jamila Etrib, je suis donc doctorante en première année au laboratoire Rythme de l'Université Paris-Saclay, donc je suis encadrée par le professeur Clotilde Corot et Pauline Debec-de-Lièvre. Et donc je vais vous parler de la conciliation emploi-famille aidant, des salariés aidants et particulièrement des parents d'enfants porteurs de handicap. Donc nous verrons déjà des éléments de contexte et de l'objet, la revue de littérature, la méthodologie, les résultats et les conclusions donc de mes recherches que j'ai plutôt fait en master de recherche, on en parlera après. Alors pour ce qui est du contexte, il faut savoir qu'il y a 9,3 millions d'aidants en France en 2021. Donc c'est des gens en fait qui vont opérer une aide régulière à un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Pour les activités de la vie quotidienne, un soutien moral, un soutien financier et autres. Un salarié aidant, donc c'est quelqu'un qui va conjuguer finalement cette situation d'aide avec un emploi. Et il y a 57% d'aidants qui sont en emploi. Donc ça représente 15% de la population active, c'est un salarié sur 5. Donc ça commence à devenir très important. Et donc ça constitue une échappatoire en fait pour ces aidants, ce travail, pour leur équilibre psychologique, mais en même temps ça leur confère des difficultés puisque pour se maintenir, pour concilier leur emploi avec leur situation d'aidance. Et donc l'expression conciliation emploi-famille aidance, c'est une expression en fait qui met en présent justement ces tensions physiques, émotionnelles, financières qui vont être associées donc à ce rôle d'aidant et donc la nécessité de coordonner l'ensemble de ces sphères. Le courant de recherche dans lequel s'inscrit ce projet d'article, c'est le courant de l'équilibre travail-vie, hein, Work-Life Balance, donc qui a modélisé les relations entre travail et hors travail sous 2 angles, celui du conflit dans les travaux de Grandhouse et Vettel en 85 et celui de la congruence. Et les danses, donc, c'est une sphère supplémentaire que je propose et donc qui peut être considérée comme du hors travail au sens de Thévenet, qui considère que c'est s'opposant à la vie professionnelle et ce qui relève finalement du développement personnel de la famille, de l'engagement dans la société. Et ce conflit, donc je m'engage donc sur la voie du conflit, c'est une incompatibilité entre les différents rôles joués dans la sphère familiale et dans la sphère professionnelle. Donc la question de recherche, c'est de savoir finalement comment les aidants gèrent le conflit que provoquent les exigences simultanées de la sphère travail et de la sphère hors travail. Donc je suis basée sur une étude qualitative, donc c'est 15 entretiens semi-directifs que j'ai menés de mai à juillet, on en parlera un peu plus précisément après. Au niveau de la revue de littérature, donc j'ai fait en 2 temps. Donc dans le premier temps, j'avais étudié les dimensions d'aidance, donc c'est une littérature sur les aidants. On va trouver en fait finalement, c'est un travail sur 40 articles à peu près, 6 points de cette littérature, un qui va concerner la relation aidant-aidé, une partie plutôt sur le travail de l'aidant, une partie sur l'aidant et la coordination dans le parcours de soins, et une partie sur l'aidant et le ressenti, et son ressenti. Donc ça, c'est la partie que je vais appeler endogène de l'aidant, c'est la partie privée. Puis on va avoir aussi une dimension exogène, une partie publique, qui va concerner l'aidant et l'impact sur l'emploi et la carrière, et ça nécessite une reconnaissance et peut-être éventuellement une valorisation. Donc finalement, il y a un gap dans cette littérature, c'est que finalement, la question des salariés aidants en sciences de gestion, elle est peu explorée, d'après Guichet, et on a surtout des travaux au niveau anglo-saxon. Et il existe surtout des travaux en fait sur les aidants de personnes âgées et peu sur les personnes handicapées, les aidants de personnes handicapées. Au niveau du deuxième cadre, c'est sur le conflit donc travail-vie des salariés aidants. Donc, je vais partir du cadre des théories des rôles. Donc c'est l'article fondateur, c'est celui de God en 60, qui a été repris par Grandhouse et Vettel en 85, qui vont l'appliquer justement au domaine du travail et de la famille. Et donc les incompatibilités de rôle, ils vont s'inscrire dans 3 registres, au niveau du temps, au niveau du stress et au niveau des comportements. Et donc les exigences, donc finalement, ça va être sur les responsabilités, les fonctions, les engagements, les attentes, ils vont être liés finalement aux différentes sphères. Pour la conciliation emploi, famille et danse, donc il y a un chevauchement de ces 3 sphères qui va impacter donc le domaine du travail et du hors-travail. Alors au niveau de l'impact de l'aidance sur l'emploi, sur le plan quantitatif, avoir un enfant porteur de handicap, par exemple, ça va réduire les revenus de l'aidant et ça augmente les absences pour maladies longue durée, surtout chez la femme.
Vous avez les travaux de Roméo Fontaine qui vont aussi donner des éléments quantitatifs. Notamment, il va distinguer les aidants non intensifs, ceux qui font moins d'1 heure d'aide, avec les aidants intensifs. Et finalement, il étudie l'intensité, en fait, le lien entre l'intensité de l'aide apportée et le taux d'emploi. Et on voit qu'il y a une relation décroissante. En fait, plus on va occuper de l'aide, et plus ce taux d'emploi va se réduire. Donc, on passe de 63% pour une personne qui va faire moins d'1 heure d'aide par jour, à 5% pour quelqu'un qui fait plus de 8 heures d'aide par jour. Les travaux de Carmichael et Charles vont aussi mettre en avant 3 effets de l'impact sur l'emploi. Un effet substitution, où l'aidant va diminuer son activité professionnelle pour dégager du temps pour ses activités de soins. Un effet revenu, au contraire, il augmente parce que ça nécessite sa prise en charge, elle est coûteuse en fait de l'handicap. Et puis on a un effet répit, donc il va consacrer plus de temps au travail parce que justement il ne veut pas être happé par son statut d'aidant. Pourquoi ça passe pas? Alors sur le plan qualitatif, on va avoir une aide qui va inclure aussi un travail d'organisation, de suivi à distance. Donc la fonction de coordination elle est très importante chez l'aidant. Et ça correspond, en fait, ça représente une charge mentale. D'autres contraintes pèsent, bien sûr, sur ses épaules, sa composition familiale, s'il n'y a qu'un seul enfant unique ou s'il y a une fratrie, la cohabitation avec l'aidé, l'état de santé de l'aidé, si ça nécessite une aide totale ou mineure, la nature de la dépendance, l'évolution de la pathologie, la situation financière, et s'il y a une aide formelle aussi. Ça veut dire que des fois, on a un professionnel qui intervient, une auxiliaire de vie, par exemple. Alors maintenant, l'impact de l'emploi sur l'aidance. Le travail a des effets négatifs sur l'activité d'aide, mais c'est significatif au-delà de 20 heures. En dessous, donc ça reste faible. Le travail, comme on l'a vu tout à l'heure, constitue une échappatoire aussi pour maintenir l'équilibre psychologique des aidants. Et donc là, les gaps, c'est qu'on n'a pas le détail des incompatibilités au regard de l'approche de Greenhouse et de Buttel. Donc je vais vous montrer que je l'ai adapté en fait. Les stratégies de conciliation, on ne sait pas trop en fait ce qu'ils annoncent et ce qu'ils évitent justement d'annoncer. Les types de mesures de conciliation adoptées et les facteurs explicatifs. Donc du coup, je vais m'intéresser à voir comment les aidants vont gérer ce conflit. Alors là, au niveau méthodologique, j'ai opté pour donc une collecte par des entretiens semi-directifs. Le guide d'entretien a été organisé autour de 5 thématiques. Et moi, je vais m'inscrire surtout dans la dernière, on va voir, qui concerne justement la conciliation travail-vie, qui est donc aidance, emploi et carrière. Et au niveau de l'échantillonnage, donc j'ai pris des personnes qui ont un enfant handicapé et qui vont associer aussi simultanément une activité rémunérée. Donc je vais utiliser des personnes de mon entourage. Donc j'ai réussi à obtenir 15 personnes, âge moyen 44 ans, majoritairement des femmes, parce qu'ils sont plus impliqués en fait dans l'aide à un enfant, surtout quand c'est un enfant qui vient de naître, dans les premiers temps du cycle de l'aidance, mais c'est aussi des personnes qui sont plus enclines à répondre. Donc j'ai aussi interrogé 4 hommes, et puis donc c'est des employés qui sont à la fois dans du secteur public et privé. Donc j'ai rappelé l'objectif, le consentement. Donc je vais pas rentrer dans le détail ici, juste au niveau de la codification. Donc j'ai fait un codage manuel, c'est-à-dire que à partir de la thématique, je l'ai décliné en items, et donc j'ai relevé les verbatims que je vais regrouper ici dans la dernière catégorie qui s'appelle aidance, emploi, carrière. J'ai repéré donc qu'il y avait 4 items, l'emploi actuel et l'impact sur la carrière, la conciliation et quels sont les moyens utilisés, la révélation du statut et le futur envisagé. En fait, pour chaque entretien, il y a une synthèse écrite qui a été faite et donc j'ai relevé ces différentes verbatims autour de ces items. Les incompatibilités de rôle, donc finalement, s'inscrivent bien dans 3 registres au niveau des résultats. Donc, par exemple, sur le temps, l'aidant consacre un temps conséquent, des multiples tâches à réaliser dans un temps limité, une coordination et une logistique dans le temps. Ça génère du stress parce qu'on n'a pas d'informations parfois sur la maladie, c'est des maladies orphelines. Généralement, on a une tension aussi dans le couple. Il y a aussi du stress lié à la structure familiale. Je vous l'ai dit tout à l'heure s'il y a une fratrie ou pas. Il y a une conduite aussi, ça conduit à des certains comportements. Et notamment, on va privilégier une proximité émotionnelle avec l'enfant, une proactivité, une flexibilité. Et puis donc chaque rôle est important. Et donc la non-conformité au rôle va entraîner des sanctions dans les autres domaines. Donc ça, c'est issu des travaux de Greenhouse et de Buttel donc j'ai rajouté la sphère aidance. La troisième sphère, pour moi,
qui n'est pas considéré comme de la famille parce que c'est vraiment des tâches spécifiques qui sont réalisées par l'aidant. Au niveau des stratégies de conciliation, donc dans les entretiens, on va revoir 4 types de stratégies. Une stratégie que je vais appeler congruence parce qu'en fait, on va avoir une annonce officielle de la situation par les aidants à leur employeur. Et donc, c'est soit pour obtenir de la compassion, soit par simple transparence. Et ça va aboutir souvent à un soutien organisationnel ou un arrangement individuel pour qu'il y ait une conciliation. Ça peut être aussi conflictuel, donc il y a une dissimulation de la situation par peur de représailles sur la carrière, mais aussi vis-à-vis des autres collègues, parce que les absences vont avoir un impact. Et ensuite, ça va aboutir à un soutien plutôt social familial ou au sein du couple dans la sphère privée. Ou alors, il y a une rupture. On a des aidantes, notamment, qui ont dû arrêter leur travail, changer de poste parce qu'il n'y avait pas du tout de conciliation possible. C'était difficile. Même avoir un enfant, mais parfois, c'était compliqué. Et on a aussi, j'avais un homme notamment qui avait une neutralité, lui. Plus, ça veut dire qu'il y a une prise de distance vis-à-vis de sa situation d'aidance. Et du coup, ça n'impacte pas son travail. Parce qu'il y avait un relais qui était pris soit par sa partenaire, ou alors parfois, il y avait aussi une auxiliaire de vie qui intervenait, donc ça n'avait pas d'impact. Pour les facteurs structurants, on va les avoir sur le plan professionnel et sur le plan individuel et familial. Donc, la posture, elle va se faire en fonction des avantages et des inconvénients. Donc, par exemple, plus l'annonce de la situation est porteuse de conflit, plus les aidants salariés se tournent vers des stratégies de rupture ou de neutralité. Et donc, en fonction aussi du secteur d'activité. Ça veut dire que je remarque qu'il y avait plus de stratégies de congruence de conflit majoritairement par des salariés aidants du secteur public, alors que les stratégies de rupture et de neutralité, c'est surtout pour les salariés du secteur privé. Parce que peut-être, en tout cas, être fonctionnaire, ça permet d'avoir une sécurité de l'emploi et donc il y a moins de conséquences finalement de l'annonce de cette situation et des aménagements qui en cours. Au niveau aussi, ça peut aussi avoir les facteurs, ça va être aussi sur le statut et le poste occupé. Et le management adopté par l'employeur. Donc, un salarié aidant qui a un poste important, il va avoir plus de facilité à disposer justement des dispositifs de soutien, parce qu'il va pouvoir télétravailler, par exemple. Là où un salarié en bas de l'échelle sociale va être obligé de révéler sa situation parce qu'il va pas avoir la possibilité d'adapter son travail. Et aussi, au niveau des facteurs individuels et familiaux, on a donc la personnalité de l'aidant, qui va jouer, s'il est introverti, le genre de l'aidant, et aussi la perception. Alors, il y a des aidants qui n'ont pas conscience de leur rôle. Donc, pour eux, ils sont pas des aidants. Quand je les interroge, ils me disent, je suis un simple parent. Besoin d'intimité, au contraire, besoin de transparence, c'est quand même quelque chose qui relève de la sphère privée. Le capital social, la situation familiale et conjugale, et le type de défiance, et le degré de dépendance. Voilà, donc pour les conclusions, les contributions. Pour les dimensions de l'aidance, donc on a un effet substitution, revenu et répit qui était décrit. Donc moi je vois qu'il y a aussi parfois peu d'effets, une certaine neutralité pour certains. Donc ça n'avait pas été décrit par Carmichael et Charles. L'emploi est conciliant avec l'aide d'aidants, surtout dans le secteur public. Et puis concilier soins et emploi va être plutôt dans faire tenir ensemble des activités dans les travaux de Charlap. Donc ça confirme ces travaux-là. Pour ce qui est des travaux de Fontaine, il y a bien un lien entre l'intensité de l'aide et l'emploi. Donc la recherche, elle prolonge justement ces apports, et on constate qu'il y a un lien qui est variable, surtout dans les secteurs d'activité, avec le secteur d'activité, ce qui n'avait pas été dit dans les travaux de Fontaine. Et la fonction d'aidant, elle peut être facilitatrice pour assurer le rôle. Donc l'emploi aussi, il est important, et ça n'a pas été mis en avant. Et l'impact de l'aidance sur l'aidance. Donc le maintien, je l'ai dit tout à l'heure, c'était vital pour les aidants, pour faire face, une sorte d'exutoire, un répit. Et pour les travaux de Carmichael et Charles, donc il disait que avoir une bonne profession, un bon salaire, c'était plus réticent par rapport à l'aide, peut-être pour les personnes âgées, en tout cas pour les personnes d'enfants handicapés, je l'ai pas constaté, au contraire, même avec une fonction prestigieuse, ils sont volontaires et ils veulent assurer eux-mêmes les soins. Et au niveau du conflit travail-famille, j'espère que je suis pas trop longue, notre analyse confirme que le salarié aidant rencontre des incompatibilités de rôle, on l'a vu tout à l'heure dans les 3 registres. Et je rajoute une dimension supplémentaire, donc de la théorie de Greenhouse, puisque je vais rajouter cette sphère de l'aidance, qui pour moi est complètement différente. Et parce qu'il y a des tâches spécifiques. Et deuxièmement, sur le conflit travail-famille, donc on a des stratégies qui vont être mises en évidence.
Et les deux dimensions, donc conflit et congruence qu'on a vu tout à l'heure, sont complétées donc par la rupture et la neutralité. Voilà, pour les limites, bien sûr, c'est une étude qui est plutôt exploratoire, parce que je l'ai fait dans le cadre du master de recherche. Donc je devrais faire davantage d'entretiens par la suite. Ça concerne surtout, vous voyez, la conciliation emploi-aidance et non, enfin, j'ai pas la notion familiale, finalement, j'ai pas trop abordé. Les salariés, donc, ils ont pas toujours conscience de leur rôle, donc ça, c'est compliqué en fait pour mener les entretiens et pour qu'ils aient un peu de recul. Et donc, ça, c'est quelque chose qui quand même qui ressort de l'intime, donc c'est pas évident aussi d'avoir des informations et des réponses. Et pour les recherches futures, il serait pertinent donc d'étudier le rôle du point de vue de l'employeur. J'ai fait quelques entretiens, mais voilà, je les ai pas élaborés ici. Et varier les profils des dents, plus d'hommes. C'est pas parce que je voulais pas. Voilà, donc voir en fait si les questions de conciliation, ils se reconnaissent dans cette thématique. Et peut-être des jeunes aidants aussi en début de carrière. Et puis voir aussi sur le plan familial, comme je l'ai dit avant. Voilà, je vous remercie et je sais pas combien de temps je suis restée.